Afrique s'est donc ouvert ce lundi à Washington. Le Sénégal y est représenté par le président Macky Sall, qui est arrivé hier dans la capitale américaine. Il y a déjà rencontré des chefs d'entreprise au menu des discussions. Comment booster les investissements américains au Sénégal? Bellissi, Mamadou Ndiaye, Khadim Diokhane et Aboubakry Kane. C'est peu avant 15 h, heure locale, que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport militaire Andrews Force Base au Maryland. À sa descente, le couple présidentiel est accueilli par des responsables du département d'État américain et l'ambassadeur du Sénégal à Washington. Avant l'ouverture du premier sommet USA-Africa, juste après son installation au Four Seasons Hotel, le président de la République a accordé des audiences à des responsables de sociétés américaines spécialisées dans le domaine des infrastructures. L'un des objectifs du sommet est justement de renforcer les investissements américains en Afrique. Nous avons eu une intéressante réunion avec le président sur une initiative tendant à créer un corridor à la fois aérien et maritime entre Dakar et Miami qui permettra au Sénégal d'être véritablement un hub pour toute l'Afrique de l'Ouest, tout comme Miami, et un hub pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Nous sommes en accord parfait sur ce qu'on veut faire du Sénégal en hub et aussi donc des relations entre l'aéroport de Miami et le port de Dakar. Nous avons signé un accord de jumelage entre les deux aéroports et réactiver le jumelage qui existe déjà entre les deux ports. Nous sommes venus après le groupe consultatif qui a tracé la vision du président sur ce qu'il veut accomplir dans son premier mandat et nous avons discuté sur les voies et moyens pour Bechtel de soutenir le président dans ses principaux ou ses principales orientations. Pour l'instant, les trois secteurs que le président a identifiés, c'est dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures. Et Bechtel va amener une assistance en matière de renforcement des capacités dans un premier temps. Et ils vont faire un voyage à Dakar pour élaborer un peu plus en profondeur. L'ouverture du sommet États-Unis-Afrique est prévue ce mardi avec un forum des affaires, occasion de développer des liens économiques et de partenariat entre le continent africain et les entreprises américaines. Le sommet est tourné vers l'avenir avec comme thème « Investir dans la prochaine génération ». Le président Macky Sall a aussi reçu une délégation du département d'État américain aux affaires africaines. Des assistants et conseillers spéciaux du président Obama sont venus donc échanger avec le chef de l'État sur le contenu de la rencontre entre l'administration américaine et les leaders africains. Une rencontre interactive entre les deux parties. Voici Gaëlle Smith, conseillère spéciale du président Barack Obama pour les affaires africaines. Nous l'écoutons au micro de Aboubakry Kane. Nous avons eu un entretien très utile et ça fait suite aussi à la visite du président Obama au Sénégal et à la dernière réunion que nous avons eu, le dernier briefing que nous avons eu avec le président Macky Sall à Malabo, justement pour préparer ce sommet qui est très important. Nous avons eu à consulter le président Macky Sall, donc échanger avec lui sur un certain nombre d'initiatives, de points à l'ordre du jour pour le sommet. Donc c'est une sorte de suivi donc depuis la visite du président Obama, notre rencontre à Malabo, et donc aujourd'hui à la veille du sommet, donc on voulait être sûr que nous revenons voir le président Macky Sall pour faire le point sur un certain nombre de points et d'initiatives de la part des États-Unis en direction. Demain donc les chefs d'État africains ici présents ont l'occasion
de rencontrer de grandes compagnies américaines, de grands leaders de compagnies américaines, donc pour parler de commerce, d'investissement. Donc ce ne seront pas des discours, des speeches séparés, des monologues, mais plutôt vraiment un dialogue substantiel, des dialogues interactifs donc, avec le président Obama d'un côté et puis de l'autre les chefs d'État africains pour engager véritablement des discussions très directes sur des points d'intérêt commun et donc voir ensemble quel partenariat peut sortir de ces discussions-là. Le sommet Afrique-États-Unis a un enjeu de repositionnement géopolitique des Américains sur le continent. Autre enjeu, faire face à la concurrence asiatique dans le domaine économique. Les questions de sécurité, de gouvernance, de développement sont entre autres sujets à l'ordre du jour. René Massiga Diouf. La politique américaine actuelle en Afrique reste motivée par des raisons géopolitiques évidentes. La perte de vitesse de l'influence américaine en Afrique, l'intérêt de plus en plus noté des millions d'Afro-Américains pour le continent ou encore une conquête chinoise et asiatique massive. Les États-Unis souhaitent se repositionner, ce qui passe par des rencontres avec des leaders du continent dans leur plus haut niveau de représentativité. Ce qui va se passer le 5 et 6 août, c'est complètement inédit sur le plan diplomatique. Jamais un chef d'État a accueilli 50 pays du même continent. C'est-à-dire c'est la rencontre entre la première puissance du monde et un continent entier. À part l'Érythrée, le Soudan, quelques pays ont été exclus. C'est l'ensemble de l'Afrique qui se réunit à Washington. Le continent intéresse les citoyens américains de plus en plus présents dans les sphères économiques. Au premier rang, les Afro-Américains, ils sont des millions à être préoccupés par le devenir du continent, un intérêt national pour les Américains. Très important, c'est la part de la société civile. Et 2010, il en parle, et il faut, et c'est très important, que les chefs d'État africains s'appuient sur cette société civile africaine dans deux directions. La première, c'est qu'il y a aux États-Unis, c'est pas une découverte, des Afro-Américains. 34 millions d'Afro-Américains, c'est considérable, qui sont intéressés par le sort du continent africain. Eh bien, les liens avec le Black Caucus sont très importants. Constituer un lobby, s'appuyer aussi sur l'immigration africaine aux États-Unis. Vous savez que de plus en plus, il y a des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens qui sont aux États-Unis et qui peuvent jouer un rôle dans ce lien constant entre les États-Unis et l'Afrique. Les États-Unis entendent également faire face à la présence asiatique. Le commerce chinois gagne du terrain en Afrique à une vitesse vertigineuse, une progression inquiétante qui se fait au détriment des intérêts occidentaux. Les États-Unis sont en guerre froide avec la Chine et que la Chine 1500 entreprises qui investissent sur le continent. C'est bientôt 2020 100 milliards d'investissements directs sur le continent africain. Et c'est pour les États-Unis un camouflet économique de voir que leurs positions reculent partout. Donc ça veut dire que sur le plan géostratégique, francophone, mais ça, ce sont les Français. Ça, c'est sur le plan économique, mais sur le plan géopolitique, les États-Unis ont jusque-là maintenu leur influence sur le continent. Oui, d'accord. Enfin, vous les voyez en premier sur les crises. Ils sont pas en premier. Le Mali, c'est la France qui intervient. Le Centrafrique, la France qui intervient. Les États-Unis interviennent dans la logistique. La Libye, c'est une intervention française avec logistique américaine. De par ces enjeux, ce sommet est qualifié de renouveau des relations avec l'Afrique. Il faut promouvoir l'idée que les États-Unis peuvent instaurer un partenariat gagnant-gagnant avec les pays du continent sur la base des besoins en matière de commerce et investissement, sécurité, développement démocratique et gouvernance, principaux sujets à l'ordre du jour de cette rencontre. René Massiga Diouf, Young African Leader Initiative, YALI, rebaptisé par le président Obama, Mandela Washington Fellows, a accueilli en juin 500 jeunes leaders, dont 18 ressortissants sénégalais. YALI incarne la volonté des États-Unis d'accompagner la jeunesse africaine. Après 6 semaines de formation en leadership dans les universités américaines, ces jeunes leaders sénégalais livrent leurs sentiments. Fatima Taba, Fatounion. Voici les Mandela Washington Fellows. Ces jeunes Africains viennent de passer 6 semaines de stage aux États-Unis. Une formation axée sur le leadership, la constitution de réseau et le développement des compétences. On travaille pour les jeunes et pour les femmes à travers 3 programmes. Le programme l'Académie de la seconde chance qui donne aux jeunes qui sont défavorisés et marginalisés une seconde chance d'avoir des programmes d'alphabétisation numérique et d'alphabétisation, de formation professionnelle, de développement personnel et de réintégration sociale. Âgés entre 25 et 35 ans, les YALI, comme on les appelle, ont montré leurs compétences au monde entier. D'ailleurs,
2 d'entre eux ont été cités par le président Obama dans son discours. Tout un symbole. Sobel Ngomé vient du Sénégal. Sobel a dit une chose extraordinaire. Je ne m'attendais absolument pas d'abord à être cité par le président Obama. Donc c'était quelque chose de formidable, je vais dire. J'ai été très honoré d'être cité par lui et j'ai été surtout honoré que la vision que j'ai de l'Afrique soit partagée par le président Obama. C'est un sentiment de fierté parce que parmi 58 000 candidats, 500 ont été sélectionnés et parmi ces 500, le président Obama a reconnu et félicité. Bon, il a reconnu tous les participants, mais il a particulièrement cité 4 personnes et parmi 2 Sénégalais et parmi les 2 Sénégalais moi. Alors c'est une grande fierté pour moi. L'expérience étant enrichissante pour ces jeunes leaders, c'est pourquoi le président Obama ambitionne de doubler le nombre de participants pour le porter à 1000 en 2016. Des stratégies sont mises en place pour aider les Yali à fixer des objectifs de carrière et progresser sur le plan professionnel. Le président de la République a accordé ce lundi un entretien à la presse nationale et internationale. À l'occasion, il est revenu sur l'importance du sommet États-Unis-Afrique, une opportunité de lancer des initiatives nouvelles pour relever les défis qui se posent au continent. Nous écoutons Macky Sall. Ce sommet doit aborder des questions de fond, des questions de coopération entre l'Afrique et les États-Unis, des questions qui abordent les problématiques de paix sur le continent et de paix mondiale, mais surtout aussi la problématique du développement à travers l'investissement, le commerce et la gouvernance. Donc ce sont des sujets autour desquels nous allons échanger, mais ce que je voudrais saluer, c'est l'esprit d'ouverture qui a marqué l'administration Obama dans la préparation du sommet. Et plusieurs contacts ont pu être noués avant ce sommet. Moi-même, j'ai reçu plusieurs fois ces équipes à Malabo, puis hier soir encore, pour chaque fois s'assurer que les préoccupations communes sont bien prises en compte afin que les résultats soient un succès à la fin du sommet. Voilà ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a appris la mort à Tripoli, Libye, de 2 Sénégalais victimes d'un obus tombé dans un foyer d'émigrés le samedi 2 août 2014 dans l'après-midi. 4 autres Sénégalais ont été blessés lors de cette attaque. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur suit cette affaire de près en collaboration avec le président de l'association des Sénégalais de Tripoli qui est également en train de faire le recensement de nos ressortissants sénégalais qui souhaiteraient être rapatriés. C'était donc un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Un atelier sur le renforcement du partenariat public-privé dans le secteur de la santé, une initiative de la Banque mondiale et du ministère de la Santé. Il s'agit d'échanger sur la mise en œuvre du dialogue entre le secteur privé et public. La rencontre s'est ouverte ce matin à Aïssatou Diop Tall. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en place d'un partenariat public-privé dans le secteur de la santé. L'objectif est de permettre au secteur de mieux répondre aux attentes des populations. Pour la Banque mondiale, il faut une meilleure organisation du secteur privé de la santé et une offre diversifiée pour atteindre les résultats escomptés. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui régler ces problèmes de la santé si le secteur privé ne bénéficie pas d'un environnement qui lui permet aujourd'hui de travailler dans les meilleures conditions. L'environnement des affaires dans le secteur privé de la santé est important. La fiscalité, toutes ces questions devraient être discutées pour permettre au secteur privé de la santé de pouvoir jouer son rôle et pour permettre également aux acteurs, aux Sénégalais que nous sommes, de pouvoir accéder à des soins de santé de qualité mais également à un coût que nous pouvons accepter. Conscient de l'importance du partenariat public-privé dans le secteur, le ministère de la Santé promet d'aller vers plus de collaboration. Il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas vraiment une intrication entre le secteur privé et le secteur public. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, sur le plan des plateaux techniques, il faut qu'on arrive à mutualiser aussi bien le personnel que les équipements. Et aujourd'hui, nous avons un secteur privé qui est développé. Nous avons aussi au niveau du public un personnel qui est très bien formé. Donc le dialogue permettra de mutualiser ces efforts. Donc aussi bien sur le plan du personnel que sur le plan des équipements. C'est vrai qu'à Dakar c'est très développé, mais aussi dans les régions nous avons ces mêmes situations. Il faudrait qu'on puisse revoir tous ces textes qui portent l'exercice de la médecine privée
et aussi dans le dialogue. Lors de cet atelier, la Banque mondiale a réitéré son engagement auprès du gouvernement pour la réussite de sa politique de santé publique. Et nous ouvrons ce soir une série de reportages sur les mouvements de jeunesse. Nous nous intéressons au scoutisme, né en 1907 en Angleterre. Le mouvement s'est installé au Sénégal depuis 1963. Notre reporter Philomène Constance Diagne nous en dit un peu plus. Serge Georges Badji, commissaire général des scouts du Sénégal. Moi, c'est Catherine Dorissa, je suis la commissaire générale des guides du Sénégal. Par ce salut, ils marquent leur appartenance à une seule famille, celle du scoutisme, un mouvement composé de 2 sections différenciées par le genre. La différence, c'est qu'il y a des hommes de côté, des femmes de l'autre côté. Mais aussi, il y a la différence aussi sur le plan aussi des méthodes de travail. Donc, la méthode qu'on utilise pour faire passer le message au niveau des scouts est aussi un peu différente par rapport aux guides. Mais dans le contexte global, puisque aujourd'hui, le fondateur du scoutisme, Baden Powell, c'est sa femme qui a fondé le guidisme. Une légère différence donc, car scout et guide partagent les mêmes principes. C'est le principe envers Dieu, le deuxième envers soi-même et le troisième envers autrui. Ils visent aussi des objectifs similaires. Le scoutisme, c'est une école de la vie qui vise à développer le sens intégral des jeunes qu'on nous sont confiés pour qu'ils soient demain des citoyens modèles, aptes à servir leur pays. La mission du guidisme, c'est de développer les potentialités des jeunes filles par la débrouillardise, l'esprit d'équipe, la formation du caractère et par l'action communautaire. Dans le mouvement, on retrouve 3 catégories d'âge, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et chacune d'entre elles peut être reconnue à travers son uniforme. C'est des jeunes âgés de 6 à 12 ans que nous appelons les Jeannettes communément chez nous, ce sont les plus petites. De 12 à 13, 14 ans, c'est les adolescentes que nous appelons branche verte chez nous. Et les guides aînés, c'est la branche jeune de notre mouvement, de 16 ans à plus. Les routiers sont chemise grise avec pantalon kaki. Ça, c'est les plus grands. Bon, les moyens chez les garçons, c'est les éclaireurs qui étaient en chemise verte. Bien que volontaire, le scoutisme est un mouvement réglementé qui contribue à l'éducation de ses adhérents. Son expansion au niveau national en est une preuve tangible. C'est un engagement personnel parce qu'on y adhère librement et on s'engage devant Dieu et les hommes à servir son prochain et surtout à respecter les préceptes du scoutisme. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une famille de plus de 5 000 à 10 000 membres qui sont répartis à travers tout le Sénégal. On est présent dans toutes les régions du Sénégal, à travers 6 zones chez nous, que nous appelons région guide, Dakar, Thiès, Fleuve, qui concerne Saint-Louis, Richard-Toit et tout ça, Casamance et Thiès. Nous avons 6 régions guides. Leur devise, toujours prêt à servir, s'exprime à travers différentes activités communautaires menées au quotidien dans la société. Les scouts sont d'une aide précieuse lors de grands événements comme le pèlerinage de Popenguine. En tant que scout, nous venons pour servir les pèlerins qui viennent à cette activité afin qu'ils soient dans de meilleures conditions. La troisième chose sont des activités que l'on développe sur le plan de la santé. Vous venez de voir aujourd'hui, on a eu à faire un don de sang. Des scouts ont fait des dons de sang et c'était le dépistage et les activités de mobilisation sur les maladies diarrhéiques à travers tout le périmètre du sanctuaire. Le scoutisme a formé beaucoup de cadres. Nombre d'entre eux sont des icônes mondiales. Aujourd'hui, nous sommes des pionniers, surtout au niveau de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, le scoutisme sénégalais a vraiment, sur le plan international, formé de grands cadres. Le docteur Maurice Correa, vous connaissez bien l'ancien ministre, qui était la première dame, le président du comité mondial du scoutisme, c'est quand même un truc important. Il y a aujourd'hui Mme Joséphine Diallo, la secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, le scoutisme et le guidisme sont quand même des références. Quelqu'un qui va aujourd'hui dans une école de formation, qui a fait la formation normale, quand dans son CV, on voit qu'il a été scout ou guide, par rapport aux autres, c'est un plus. L'Association des scouts et guides du Sénégal, créée dans les années 50, fait partie de la Confédération sénégalaise du scoutisme et de l'Organisation mondiale du mouvement scout. La section guide, elle, est membre de l'Association mondiale des guides et éclaireuses depuis 1981,
À son actif, l'association Mix enregistre plus de 20 000 membres au niveau national, comme quoi il y a encore des jeunes patriotes prêts à servir leur nation sans aucun intérêt et avec gaieté de cœur. Voilà, demain, un autre jet sur les mouvements de jeunesse avec Philomène Constance Diagne. Le centre d'écoute des jeunes filles domestiques a fêté sa première promotion. Au total, 15 filles ont reçu leur parchemin. Durant 9 mois, elles ont bénéficié d'une formation diversifiée. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu hier à la Gueule-Tapée, compte rendu Mamadou Laminba. Cette distinction est le fruit de 9 mois de labeur dans cette institution. Avant d'en arriver là, ces jeunes filles âgées de 16 à 18 ans ont subi une formation riche et variée. Dans ce centre, on a appris à faire des cuisines. On a tout fait, de l'alphabétisation, droit, hygiène. Pour la directrice du centre, ce diplôme est une réponse à un besoin de prise en charge d'une économie informelle dans la fierté et la dignité. On inculte aussi dans le cadre de la formation, surtout dans le cadre de l'hygiène, sécurité, santé au travail. Il y a le sida, on fait l'éveil de conscience et il y a la formation en art culinaire et la formation pour pouvoir se prendre en charge et ne pas continuer à dépendre d'autrui. Selon le secrétaire général de la CNTS, plus de 60% des jeunes filles domestiques sont illettrées, d'où leur fragilité devant l'employeur. La CNTS va les suivre une à une. D'abord pour voir dans quelles conditions elles vont évoluer. Faire en sorte également que les futurs employeurs prennent conscience du fait que c'est des êtres humains, n'est-ce pas? C'est des travailleuses comme vous, comme moi, qu'il faudrait donc donner le maximum de respect dans le cadre de leur travail. La ratification par notre pays, le Sénégal, de cette convention et de la recommandation est attendue non seulement par toute la classe syndicale sénégalaise, mais également par toutes les travailleuses, n'est-ce pas? Une doléance que l'État du Sénégal est en passe de satisfaire. L'instrument a été bien préparé et transmis au ministère des Affaires étrangères. C'est le processus normal. Maintenant, il appartient au gouvernement et je vais en informer ceux qui doivent prendre les décisions rapides, que ce soit accéléré pour que la convention puisse être mise en œuvre au Sénégal. Et dire simplement que c'est important pour la dignité des travailleurs et des travailleuses domestiques, c'est important également pour le travail décent dans notre pays. Les conditions sont réunies pour qu'il en soit ainsi et je pense que ça va se faire dans les meilleurs délais. Le centre existe depuis 2011. Il a pour vocation de former, d'éduquer et d'insérer les jeunes filles dans les domaines de la gestion domestique et de la couture. Un pas vers la formalisation de ce secteur pour la décence et la dignité de ces travailleuses. Le transfert d'argent domestique, communément appelé transfert local, est devenu une activité génératrice de revenus. Au Sénégal, ils sont plus de 6 opérateurs financiers. Ils ont contribué à plus de 600 millions de francs CFA dans le budget de l'État en 2013. Le dossier est ficelé par Jeanne Dior. Envoyer de l'argent ou en recevoir est devenu monnaie courante au Sénégal. En un temps record, l'émetteur ou le récepteur en a la preuve. Derrière se cache un opérateur financier qui vient ainsi rompre avec le traditionnel transfert d'argent domestique qui naguère prenait des heures, voire des jours. Celui qui envoie, on a besoin de son nom, son numéro de téléphone. À part ça, celui qui doit recevoir l'argent, on a besoin de son numéro de téléphone, le nom qui se trouve, si son pièce d'identité, son prénom. Parce qu'il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a pas de sécurité. Le transfert d'argent qui s'effectue sur le plan intérieur a connu une évolution considérable, un changement hautement apprécié par les usagers. On utilisait les bus, donc ce qu'on appelle les horaires, donc, et là ça prenait du temps, peut-être ça dépend de la distance. Et maintenant avec ces services-là de transaction d'argent, maintenant on n'a plus ce problème. Le moment ça nous arrange, nous les clients, parce qu'à tous les coins de rue on trouve. Cependant, des clients se plaignent de certains manquements. Un problème de connexion ou de réseau est souvent noté. La technologie est ainsi pointée du doigt. Elle est même souvent utilisée comme prétexte par les distributeurs, étant dans l'incapacité ou ne voulant pas décaisser un important montant.
pour recevoir de gros montants. Soit on dit, souvent moi je dis, est-ce que c'est pas fait? On te dit, il n'y a pas de réseau pour juste un peu pousser les clients à chercher ailleurs. Nonobstant ces difficultés, le nombre de distributeurs s'accroît. Wari Joni Joni Teumuteu Post One pour ne citer que cela. Le transfert d'argent domestique est un marché qui génère beaucoup d'argent. Au début, seule une banque avait l'exclusivité d'agréer une société de transfert d'argent et ce n'est qu'en 2008 que ces dispositions ont été modifiées. Ainsi, il est devenu naturel de voir une banque être en partenariat avec plusieurs opérateurs. La rude concurrence entre le secteur formel et le secteur informel s'installe. Et pour faire face à celle-ci et aux exigences de la clientèle, toutes les structures bancaires devront s'aligner. Il faut aller vers les clients, donc avoir un réseau très attendu, être très proche des clients. Donc ça, c'est une exigence qu'il faut pour répondre aux besoins des clients, mais aussi la rapidité dans l'exécution. La floraison de ces opérateurs qui s'est développée ces 3 dernières années s'explique par l'enjeu financier énorme. Pourtant, cette activité n'est pas sans risque. L'incident auquel nous avons assisté à la Médina le démontre. Ma voisine est venue me remettre son téléphone en me disant que l'homme au bout du fil doit lui envoyer 100 000 francs CFA. Lorsque j'ai parlé avec le monsieur, il me dit que c'est la dame qui doit lui envoyer 100 000 francs, mais elle ignore le processus d'envoi. Moi aussi, puisque c'est ma voisine, je n'ai pas à poser de questions, j'ai effectué le transfert. Et c'est au moment où je devais lui envoyer le code au monsieur qui a gardé la ligne que la fille de ma voisine nous a interpellés en nous faisant comprendre qu'il s'agit d'un truand. La loi de la BCEAO portant réglementation bancaire de 2008 précise que tout établissement de crédit doit être agréé par une banque ou un établissement à caractère bancaire. En dépit de cette disposition, les opérations financières sont effectuées un peu partout, dans les boutiques, cyber, papeterie, épicerie, bref, tout point où se fait une activité commerciale. Un secteur qu'il urge donc de réguler. Devant chaque boutique, il doit avoir le logo de la banque qui a signé un partenariat avec cette boutique-là. Tout ce qu'il fait, c'est sous la responsabilité de la banque. Et les usagers doivent, en cas de manquement, saisir la banque pour faire des réclamations. Le ministère de l'économie et des finances est en train de vouloir mettre de l'ordre dans tout ça. L'apport de ces opérations financières dans le budget de l'État n'est pas négligeable. Une taxe leur est imposée. Le système fiscal ponctionne de 7% de la commission que les clients paient lors de leurs opérations. Il a remplacé depuis 2013 une taxe qui s'appelait TOB au niveau des banques et TVA au niveau des organismes qui ne sont pas des banques. Et cette taxe s'appelle la taxe sur les activités financières. Pour 2013, par exemple, la contribution du secteur sur les transferts internes d'argent s'élève environ à 610 millions. Une bonne partie des populations utilisent ce canal pour faire leurs transferts. En plus des avantages qu'il offre, l'activité revêt un caractère social, car le plus petit des billets de banque peut être envoyé. Difficile dès lors d'échapper à la forte demande sociale. Dossier signé Jeanne Dior et nous en venons à l'actualité internationale, épidémie Ebola. La vigilance est plus que jamais de mise au Ghana. Le pays procède à des contrôles au niveau de toutes les frontières terrestres, cela pour barrer la route à la maladie. Seulement, elle peut arriver par la mer et des mesures à ce niveau s'imposent. Les autorités renforcent les contrôles aux frontières terrestres, mais le virus Ebola pourrait bien arriver par la mer. Nyanyano est un village de pêcheurs à quelques kilomètres d'Accra, la capitale. Une partie des marins nés ici exercent leur métier au Libéria. Depuis que l'épidémie d'Ebola s'est déclarée, certains reviennent au Ghana par bateau. Plus encore que d'habitude, les locaux surveillent les embarcations qui accostent, surtout s'il n'y a ni filet ni poisson à bord. On est beaucoup plus strict maintenant qu'on sait que des gens tentent de fuir le virus au Libéria et peuvent utiliser la mer. On ne surveille pas seulement les Libériens, mais aussi nos compatriotes. Les pêcheurs de Nyanyano ont entendu parler d'Ebola à la radio. Aucun policier, aucun médecin n'a encore mis les pieds au village. Pour se protéger, les patrouilleurs réclament l'aide des autorités.
Les frontières terrestres sont surveillées par la police. Ils devraient faire la même chose en mer. Nous, on ne peut pas savoir qui est porteur du virus. Il nous faut des médecins. Un Américain contaminé par Ebola est mort au Ghana début juillet. Depuis, aucun cas n'a été recensé dans le pays, mais les autorités sont en état d'alerte. Le gouvernement déconseille tous les rassemblements. Une consigne difficile à respecter. Les Ghanéens continuent par exemple